Sonder sur une plaquette PCB pour localiser un court-circuit, ça comporte des risques d'endommager l'électronique. Je vous montre aujourd'hui ma solution sans risque. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Dans ma vidéo numéro 428, je vous ai exposé les risques à utiliser un multimètre sur un circuit logique, spécifiquement que la tension produite par un multimètre en mode ohmmètre pourrait dépasser la tension d'opération des portes logiques et ainsi endommager les composants sur le PCB. Mais alors, que faire pour localiser un court-circuit sur une plaquette sans risque aucun? Je me suis donc mis à chercher des solutions existantes. La plus inspirante pour moi était la sonde Shorty, un petit projet trouvé sur le site de Hackaday. L'idée était bonne de sonder à travers une faible résistance et d'amplifier la tension avec un ampli opérationnel. La tension appliquée est faible, environ 80 mV, mais par contre, le courant utilisé est de 38 mA. Ça, c'est assez pour détruire une LED ou une jonction PN fragile. C'est le talon d'Achille de tous ces testeurs de court-circuit. Le courant utilisé est bien trop grand. Des dommages induits sont donc possibles. Je me suis donc proposé de développer une solution à faible tension et faible courant. Que diriez-vous de 1 mV de tension et 1 mA de courant? Avec ce genre de caractéristiques, c'est très peu probable d'endommager quoi que ce soit. Ça amène cependant toutes sortes de défis de conception. On parle de mesurer des microvolts sur le PCB. Mais j'y ai mis beaucoup d'heures pour arriver à quelque chose de fonctionnel. Ma sonde de court-circuit fonctionne par tonalité, pas par affichage. Cette fois-ci, je vous fais d'entrée de jeu une démonstration du circuit fonctionnel, question de vous faire saliver un peu, et je vous explique ensuite en détail le schéma du circuit. Donc, c'est parti pour la petite démo d'entrée de jeu. Alors, voici le circuit sur plaquette prototype, sans soudure. Vous avez à gauche ici les sondes. Bon, j'ai pris rouge et noir, là, la couleur n'a pas d'importance vraiment. Et une des deux sondes a un fil additionnel, l'autre a simplement un fil. Des fils de bonne qualité, des fils de sonde assez gros quand même. L'autre deuxième fil est plus petit. Alors les sondes arrivent ici, avec le fil additionnel qui se branche ici, dans le circuit. On a un diviseur résistif qui fait passer un certain courant. Je vais tout vous montrer ça dans le schéma plus en détail, mais au moins vous montrer rapidement ce qu'il y a. Alors oui, effectivement, filtrage et diviseur résistif. Et ensuite, ampli opérationnel, différentiel, donc mesure aux bornes d'une résistance la tension et l'amplifie énormément, ici par un facteur de 5100. L'ampli opérationnel, c'est un ampli très particulier, on appelle un ampli à chopper, et je vous reviens là-dessus plus tard, je vous expliquerai exactement. La sortie est envoyée essentiellement là, sur un microcontrôleur PIC 12F683, qui est présentement en dormance. Bon, la sortie est envoyée dans une entrée ADC, bien sûr, un convertisseur analogique numérique qui, lui, mesure la tension envoyée par l'ampli et produit une tonalité par le vibreur piezo. Oui, c'est un vibreur piezo, mais j'ai bouché le petit trou sur le dessus. Ça sonne plus fort. Les graves sont meilleurs, et ainsi de suite. Donc, c'est bien un vibreur piezo. J'ai un petit bouton poussoir ici pour réveiller le microcontrôleur, puisque présentement il est en dormance, et aussi pour faire une normalisation des sondes. Et finalement, la fonction pour alimenter et éteindre l'ampli opérationnel et la source de courant, diviseur résistif, bien à travers un transistor qui est ici, le microcontrôleur tombe en dormance après environ 1 minute et le circuit ne consomme peut-être 1 microampère, pas plus. J'ai énormément de difficulté à le mesurer, même avec un multimètre d'excellente qualité et d'une très grande résolution. C'est environ 1 microampère. Sinon, c'est 3 à 4 milliampères lorsqu'il fonctionne. Alors, je vais vous faire une petite démonstration. Je vais commencer par un réseau résistif qui est juste ici. Auparavant, je réveille le microcontrôleur. Voilà. Je vous le fais entendre à travers un haut-parleur ici pour que ce soit plus fort.
parce que pour éviter que le piezo ça soit trop faible, ben, il produit un petit bip à toutes les quelques secondes pendant environ 1 minute. Il est bien prêt pour faire des mesures. Alors, évidemment, pour ne pas nous tomber sur les nerfs, il cesse la note lorsqu'il est en attente, mais il est toujours alimenté, encore pour environ 1 minute. Alors ici, je vais faire une mesure de ces résistances. Ce sont des résistances de 0,15 ohms, donc 1/10 d'ohm ou 15 centièmes d'ohm chacune. Au total, donc, il y a 750 milliohms, même pas un ohm, d'accord? Alors, je vais faire une normalisation des sondes en appuyant sur le bouton lorsque je tiens. Alors, je vais normaliser pour amener la tonalité plus aiguë. Voilà, j'ai normalisé les sondes et vous allez voir que je vais pouvoir aller mesurer. Alors, vous voyez que plus la résistance diminue, plus la tonalité est aiguë, donc. OK? Alors, c'est la façon de pouvoir faire des mesures en écoutant la tonalité. On sait tout de suite si la résistance est faible. Donc, on peut s'approcher du court-circuit. Alors, une autre petite démonstration, et je vous en ferai quelques-unes autres dans la deuxième vidéo. Voici un bout de fil, il y a quoi? Peut-être 5 cm, même pas? Ouais, peut-être 4 cm. C'est du fil AWG24, c'est un demi-millimètre de diamètre, du fil de cuivre monobrin. Alors, je vous montre la mesure. Alors, je vais faire un 0 en appuyant avec mon pouce. Bon, j'ai fait un 0 des sons. Et écoutez bien les tonalités. La différence entre le bout de fil et les sondes directes. Donc, vous voyez même un petit bout de fil de cette grandeur, donc qui est très très court, je suis capable de le mesurer. Ça fait une différence. Donc, vous devinez comment que je peux trouver des courts-circuits dans un circuit juste en m'approchant. Au fur et à mesure que je m'approche du court-circuit, je pourrai trouver l'endroit, juste en écoutant la tonalité, où le court-circuit est situé. Très, très utile. Alors maintenant que vous avez vu une opération de mon prototype, je vais vous expliquer exactement comment tout ça fonctionne pour aller mesurer des courts-circuits à des endroits dont la résistance est extrêmement faible. Tout ça avec un courant très faible. C'est ça le défi finalement. Courant très faible veut dire tension très faible produite au bord d'une résistance. Et donc, tout le défi de travailler avec des tensions très très faibles. Alors, l'idée, c'est de faire passer un courant d'1 mA au maximum. Alors, si vous regardez ici, vous avez la tension entre 2 et 5 volts qui va passer à travers le transistor, j'y reviens au transistor, et qui va descendre tout simplement dans les 3 résistances jusqu'à la masse ici. Si vous regardez, on a 2,2K et 2,2K, ça fait 4K et 4,4K, donc on est près de 5 kOhm avec une tension de 4-5 volts, ben on a 1 mA qui se trouve à passer dans la branche ici. Environ. Ce n'est pas nécessaire que ce soit précis de toute façon. On fait des mesures comparatives dans le circuit et non pas des mesures absolues. Alors, on a une résistance ici d'1 ohm entre les deux résistances de 2,2K, 2,2K. Ce qui fait que la tension produite ici, au bord de cette résistance, du fait qu'elle est d'1 ohm et qu'il y a 1 mA, ce sera 1 millivolt. 1 millivolt de produit ici. Et donc, on aura au pire 1 millivolt sur nos sondes ici. J'ai illustré là, les fils des sondes, la résistance interne des fils de sonde de façon exagérée en grosseur. Bien sûr, on parle de milliohms ou quelques dizaines de milliohms là, pour les sondes, mais elle est là. Les sondes ne sont pas parfaites. Moi, je suggère un fil de 50 cm de long. Donc, il y a donc une résistance. Donc, au pire, on aura 1 millivolt de produit ici. Et naturellement, si la résistance est plus faible qu'un ohm, ben, la tension sera proportionnellement plus faible. On se trouve à avoir deux résistances en parallèle,
celle-ci au bord de la sonde et celle-ci qui est déjà là présente dans le circuit. Ce qui va donc produire une tension qui va varier en fonction de la résistance de notre court-circuit. D'accord? Alors, c'est ça exactement qu'on veut amplifier. Maintenant, pour amplifier un signal de microvolts, puisque c'est ça que ça va être, des microvolts, et amener ça à des tensions qui vont être capables d'aller dans les volts sur une entrée d'un convertisseur analogique numérique sur un microcontrôleur, bien, il faut forcément avoir un gain très élevé. D'où un gain ici de 5100. Si vous regardez, c'est une configuration d'ampli différentiel. Et donc, les deux branches fournissent une tension qui avoisinera les 2,5 volts. On s'entend, c'est un diviseur résistif, environ 5 volts, là, mais ça peut varier, ce n'est pas critique. Divisé en deux, on se retrouve avec 2,5 volts quelque part ici, là. Et donc, on mesurera un point commun, une tension commune de 2,5 volts, mais c'est un ampli différentiel, c'est donc la différence entre les deux tensions qui nous intéresse, et non pas la tension absolue avec un ampli différentiel. Et donc, on a un gain de 5,1 mégohms sur 1 kiloohm, même chose sur l'autre branche, la branche inverseuse. On a donc un gain de 5100. Il y a un gain de 5100 avec un ampli opérationnel ordinaire. Vous ne pourrez pas faire fonctionner cela. C'est un gain beaucoup trop élevé. Et le gros problème, c'est la tension de décalage en entrée ici. Tout ampli opérationnel n'étant pas parfait, les amplis de type usage général ont cette tension de décalage en entrée qui fait que même si on court-circuite les deux broches en entrée, donc théoriquement on aurait un 0 volt ici, il devrait donc y avoir 0 volt à la sortie puisque c'est un ampli qui amplifie la différence. Même si on fait ce court-circuit en entrée ici, on se retrouvera avec une tension en sortie. Et avec quelques millivolts de tension de décalage ici, on va se retrouver avec plusieurs volts et on va donc saturer notre ampli et on ne pourra simplement pas l'opérer, l'utiliser. Ça prend donc un ampli opérationnel très particulier, un ampli qui a un niveau de tension de décalage en entrée extrêmement faible, de l'ordre du microvolt, pour que même si on a un gain de 5000, on n'aura que quelques millivolts qui viendront nous déranger en sortie, ce qui ne sera pas un problème dans ce circuit. On utilise un ampli du type Chopper. Un ampli à type Chopper, c'est beaucoup plus qu'un petit ampli opérationnel simple. C'est en fait un ampli opérationnel avec un découpage à l'intérieur qui convertit le signal CC en signal CA. Et même dans cet ampli, l'OPA 333, il y a 2 étages de découpage. Et là, après ça, puisqu'on travaille en CA, on peut neutraliser les tensions de décalage à l'interne. C'est assez complexe à l'interne. Dans le fond, on s'en fout, mais c'est un ampli assez exotique. Maintenant, les amplis Chopper ont diminué beaucoup en prix. L'OPA 333 vaut environ 3 $ américains, donc c'est pas la mort, mais on n'a pas le choix ici, il faut prendre un ampli opérationnel de classe supérieure et les amplis opérationnels de type Chopper. OK? Alors, ça, c'est bien important pour ce genre d'amplification avec des gains très, très grands. Alors, l'ampli Chopper va nous permettre de mesurer la différence de potentiel ici, qui, bien sûr, va être en sortie proportionnelle à la tension qui est ici et donc proportionnelle à la résistance. D'accord? Alors, c'est ça qu'on cherche à mesurer essentiellement. La tension ici en sortie, qui va bien sûr être amplifiée par rapport à ce qu'on mesure ici. Bon, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de condensateurs, de filtrage, oui, du filtrage. Étant donné qu'on travaille dans les microvolts en entrée ici, hein, bien sûr que ça va être des microvolts, là, on parle de milliohms qu'on essaie de mesurer par rapport à un ohm. Donc, vous comprendrez que ce sera des microvolts, quelques microvolts. On a besoin de filtrer tout ce qu'on peut. Donc,
les bruits de secteur. On ne veut pas que ça devienne un récepteur radio non plus, donc il faudra bien faire attention de bien filtrer partout. Et c'est à cela que servent ces condensateurs. J'ai même mis ici un filtre passe-bas qui sert de filtrage sur la branche de contre-réaction, bien sûr. Donc, c'est l'idée, c'est de filtrer beaucoup. J'ai mis des diodes de protection additionnelles ici pour protéger l'entrée de l'ampli opérationnel, tout simplement, d'une surcharge par erreur qu'on ferait. Ici, ça va préserver à 0,2, 0,3 volts. Les diodes sont bonnes pour 1 ampère, ce qui devrait être suffisant là, pour sauvegarder, préserver notre ampli opérationnel. Maintenant, est-ce qu'il y a des risques que ça devienne un détecteur radio? Peut-être. Le temps nous le dira. Les diodes sont bien sûr optionnelles, mais c'est toujours mieux, donc prévenir que guérir. Détail, pourquoi est-ce que la branche positive de notre ampli A, pourquoi je viens la chercher au bout de la sonde? On veut évidemment éliminer la résistance de notre sonde. On veut venir mesurer aux extrémités le plus possible pour pouvoir détecter des très faibles résistances. Cependant, je ne l'ai pas fait aussi sur l'autre sonde ici, parce que j'ai découvert que l'OPA 333 a un petit défaut lorsque la tension est beaucoup trop faible. Je ne sais pas si c'est compte tenu du gain en tout cas, mais lorsque la tension ici est très faible, il a tendance à saturer sur la valeur inférieure. Et donc, plutôt que mesurer quelques millivolts, des millivolts, il va aller se coller carrément au rail de la tension négative. Petit défaut, définitivement, il ne devrait pas faire cela, mais il le fait. Alors, ce que j'ai fait, c'est que, comme vous voyez, j'ai déconnecté, je me suis tout branché ici sur la plaquette et non pas au bout de la sonde. Ce qui ajoute donc une résistance ici, inhérente à la sonde, ce qui est suffisant pour stabiliser notre ampli ici. Ayant choisi peut-être un autre ampli opérationnel, il y en a d'autres modèles des amplis Chopper que j'aurais pu prendre, peut-être que le problème ne se serait pas produit et donc j'aurais pu venir sonder ici aussi au bout. Mais quand cela ne tienne, ça n'a pas d'impact sur notre capacité à mesurer. Ce qu'on cherche à mesurer, c'est des résistances, des variations de résistance dans les circuits. Vous avez pu le voir, ça fonctionne très bien quand même. On se trouve à mettre finalement une résistance ici en série avec une autre résistance ici. Et comme c'est assez faible, il n'y a pas de problème, on est capable de faire le discernement. Bon, d'autres petits détails à mentionner. J'utilise un PIC 12F683 qui est un petit pic de micro-puissance. Et donc, on peut penser à le faire tomber en dormance. Et donc, on peut penser à faire fonctionner ce circuit sur une pile. Et ce qui est très souhaitable pour avoir une isolation, un isolement total de nos sondes, de sorte qu'on peut venir dans n'importe quel circuit sans avoir peur de causer des courts-circuits, puisque notre circuit de sonde est totalement flottant à la manière d'un multimètre portatif. D'accord? Alors, c'est l'idée ici, derrière, c'est d'avoir un pic qui peut fonctionner aussi bas que 2 volts. Et le circuit peut fonctionner aussi haut que 5,5 volts. La limite, c'est l'OPA 333, qui est bon de 1,8 volts à 5,5 volts. Le pic aussi, là, je crois qu'il y a une limite. Je crois que c'est 6, je ne suis pas certain. Là. Mais n'allez pas plus haut que 5,5 volts si vous bâtissez ce circuit. Et en bas de 2 volts, ça commence à être limite là, pour faire fonctionner le circuit. Le pic fonctionne, mais l'ampli, on est vraiment sur sa limite. C'est donc un circuit de basse tension. OK? Définitivement. Et c'est fait pour les piles. La consommation de courant, lorsque le piézo-vibreur fonctionne et que l'ampli aussi fonctionne, tout est en fonction, c'est d'environ 4 mA. Et lorsque le circuit est à l'arrêt, c'est d'environ 1 microampère. J'ai marqué 2, là, mais je vous avoue que j'ai de la difficulté à mesurer tellement c'est faible. Donc, on parle d'1 microampère. Alors, le pic se met en dormance. Dans le code source, je le fais tomber en dormance après 1 minute. Et pour nous assurer qu'on ne tire que des microampères, 1 microampère ou environ, il faut aussi éteindre l'ampli opérationnel qui, lui, consomme
quelque chose comme 1 milliampère, même peut-être un peu moins, mais quand même, c'est beaucoup trop pour une pile à long terme. J'ai donc mis un transistor ici qui coupe l'alimentation sur l'ampli up et qui coupe l'alimentation aussi sur mon diviseur résistif. Il y a donc plus d'énergie qui circule dans la partie analogique et lui, il se met en dormance et il tire des fractions de microampères. Donc, l'ensemble du circuit ne tire que presque rien et je m'assure bien sûr que la broche ici, GP1, elle soit mise à un niveau haut de sorte qu'il n'y ait pas de différence de potentiel ici. Je pourrais même mettre la broche la mettre en entrée plutôt que la mettre en sortie pour qu'il n'y ait pas de courant qui circule, mais ça fonctionne déjà bien comme ça. Alors, quel est le risque d'un tel circuit? Présumons qu'on le branche ici, le circuit, entre ici et la masse, là, sur un circuit, sur un commun avec la plaquette de circuit imprimé sur laquelle on fait les mesures. Quel est le risque? Bien, on sait qu'on a 2,5 volts ici. Donc, on aura au pire 2,5 volts, ou en tout cas 2 volts, dépendamment de la tension, si on applique 5 volts ici, on aura 2,5 volts ici, 2,5 volts ici, par rapport à l'alimentation et par rapport à la masse, bien sûr. Donc, il y a cela, mais il y a aussi la résistance de 2,2 K dans les deux cas, dans les deux directions. Et donc, on aura au pire un courant d'1 milliampère. Donc, tension de 2,5 volts, dans le pire des cas, courant de 1 milliampère. Ça va être extrêmement difficile de causer du dommage dans n'importe quel circuit qui fonctionne à 3,3 volts ou à 5 volts, là, des circuits logiques, par exemple. Ça va être quasi impossible. Ce n'est pas le courant, c'est peut-être la tension, mais on parlerait peut-être aller sur des circuits CMOS à 1 volt, 1,5 volts ou 1,8 volts. Il y aurait peut-être un risque. Encore une fois, il y a des diodes de protection dans les puces CMOS, mais c'est dans le cas, encore une fois, je vous explique, où vous êtes connecté en commun avec le circuit que vous mesurez, parce que si vous êtes branché sur une pile, oubliez ça, il n'y en aura pas de problème. OK? Alors, ce que je voulais mentionner aussi, c'est que j'y mets la possibilité de l'alimenter par USB. Bien sûr, on pourrait se dire, ouais, ben là, vous allez risquer en commun avec un autre circuit, il y a toujours un risque. Non, il n'y a pas de risque si vous prenez un bloc pile, un bloc accumulateur comme celui-ci, qui vaut quelques dollars dans les magasins à bas coût, là, et qui vont très bien faire le boulot d'alimenter tout le circuit pendant des mois, si on veut. Alors, c'est la solution que moi, je vais adopter, vous allez voir, dans le circuit final. Alors, d'autres petits détails à mentionner. Vous pourriez, si vous vouliez, vous attacher un voltmètre ici, un voltmètre numérique par exemple, pour faire la mesure de la tension. En plus d'entendre, vous allez voir sur le voltmètre les variations de tension. Alors, ça pourrait être intéressant si vous voulez. Vous pouvez vous sortir le signal ici et le mettre sur un voltmètre à haute impédance. OK? C'est une option possible. Une autre option que vous pourriez faire, si vous voulez vraiment entendre très fort, ça serait de venir vous brancher, par exemple ici, et envoyer ça à l'extérieur avec la masse, par exemple, sur un ampli audio. OK? Ça pourrait être une idée pour amplifier beaucoup plus fort et pouvoir entendre un ampli à pile, bien sûr, si vous voulez être totalement flottant. Mais ça serait une autre possibilité. Moi, je l'ai fait et c'est bon quand le volume est très, très fort. Sinon, ben, on s'habitue avec le piezo aussi. Ce n'est pas un problème en soi. Un autre petit détail à mentionner, c'est qu'on utilise un ADC de 10 bits en entrée, un convertisseur analogique numérique de 10 bits. On aura donc 1024 niveaux possibles. Et ça, vous allez l'entendre dans les tonalités. Lorsqu'on fait des mesures et on est très, très proche du maximum, là, on s'aperçoit que les tonalités font des sauts. Les tonalités font des sauts pour plusieurs raisons, mais une entre autres, c'est qu'on arrive vraiment à la limite. On est dans les millivolts de mesure juste ici. Et donc, ça a un impact assez grand sur la tonalité de sortie. On est capable d'entendre des sauts. Bien sûr, si j'avais mis un ADC 12 bits, j'aurais pu diminuer cet effet. Mais ce n'est pas un problème en soi. On entend très bien les différences. On entend le basculement des tonalités, donc on voit bien la différence. Vous allez voir dans la deuxième vidéo, je vais vous faire une démonstration nette de comment ça fonctionne une fois le projet complété. Car ça risque d'être encore meilleur que ce que vous avez vu précédemment, il y a quelques minutes.
Une autre chose que vous pourriez faire dans le futur, si vous vouliez vraiment augmenter la polyvalence de l'appareil, ça serait de lui mettre 2 niveaux de gain. On pourrait venir, par exemple, changer la résistance ici, changer la résistance ici et changer la résistance ici. On pourrait par exemple mettre une résistance de 10 ohms ici. OK? On pourrait mettre une résistance de 10K ici ou de 100K. Même chose ici. Et là, ben, on diminuerait le gain de notre circuit ici et on augmenterait la différence de potentiel qui est produite ici. Et donc, la résistance possible, on l'augmenterait, la résistance possible qu'on peut mesurer. On pourrait aller, au lieu d'aller à 1 ohm, on pourrait aller peut-être à 10 ohms plutôt qu'un ohm. Donc, peut-être que vous, ça vous plairait. Bien sûr, le prix à payer, ce serait que dans les quelques milliohms, là, dans les résistances les plus faibles, on perdrait de la résolution. Mais on pourrait facilement penser faire un circuit qui se commute. Il faudrait simplement mettre un MOSFET ici, un MOSFET ici et un MOSFET ici. Et bien sûr, venir mettre une deuxième résistance en parallèle comme ça, en permanence, comme ça. Résistance, résistance, résistance. Avec la résistance, mettons, de 10 ohms ici. Et en opérant le MOSFET ici, on tomberait sur la gamme, en l'ouvrant, si vous voulez, en ne l'opérant pas, on tomberait sur la gamme peut-être pour du 10 ohms. Là. Et en actionnant les MOSFET, ça prend des MOSFET de quelques milliohms de résistance lors de la conduction, le RDS ON, ça existe pour 50-60 centièmes de dollar. Là. On peut se trouver facilement des petits MOSFET qui vont faire le boulot, qui vont même opérer avec des tensions VGS de 1,5 volts, donc qui auront une résistance négligeable par rapport à la résistance d'un ohm, puisque c'est ça qu'on cherche. Alors, on pourrait ne pas s'arrêter avec ce genre de circuit-là. Là. Et là, les transistors en question, on pourrait les commuter avec une des lignes qui ne sert pas, celle-ci ou celle-ci. OK? Alors, il y a toutes sortes d'idées qui pourraient sortir là, lors d'un remue-ménage, mais l'idée, c'est de vous donner au moins un circuit de base qu'on peut après ça faire moduler, modifier avec le temps. Déjà 30 minutes. C'est fou ce que le temps passe vite quand je me mets à expliquer un circuit. Blablabla. Alors, il y aura une deuxième vidéo et peut-être même une troisième. Dans la deuxième, je vais faire l'assemblage du circuit, montrer sur la plaquette de prototypage. Je vais la monter sur une plaquette, une vraie plaquette soudée. Et je vais l'intégrer dans un boîtier. Une fois le projet complété, je vous montrerai des exemples de mesures additionnelles, question de mettre en lumière la versatilité de cette sonde. Et il y aura peut-être une troisième partie, car j'aimerais tout de même vous montrer le code source du microcontrôleur. À suivre donc prochainement. Vous avez noté un ralentissement dans le rythme de sortie de mes vidéos? Eh bien oui, et ce ralentissement me permet justement de développer des projets comme celui-ci. Je recherche toujours un équilibre quantité-qualité dans mes vidéos. Donc, voilà pourquoi. Merci de votre soutien. Il est continu et à la prochaine.